Je pense qu'on peut commencer. Bonjour, je suis très heureuse de vous voir tous connectés à ce webinaire qui est dédié aux utilisateurs francophones de la communauté de pratique. Je vais me, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Simona, je viens de la République tchèque, mais je travaille ici en Norvège, à l'Université d'Oslo depuis 2020. Principalement, je suis responsable de l'académie en ligne et aussi de développement de matériaux de formation sur DHIS2. Je tiens également à préciser que le français n'est pas ma langue maternelle, alors si n'hésitez pas à intervenir si jamais quelque chose n'est pas clair ou si vous ne comprenez pas. Je vais essayer d'expliquer un peu mieux. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander d'écrire dans la fenêtre de discussion votre nom, le pays d'où vous venez, et quelque chose, ou est votre organisation ou le poste de travail. Et aussi, si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez les poser dans la fenêtre de discussion ou vous pouvez lever la main et demander à n'importe quel moment. Et moi-même ou mon collègue Irène de ISP Rwanda, qui est là aussi, nous ferons de mieux pour vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Le sujet principal, bien sûr, est la communauté de pratique. Pendant ce webinaire, j'utilise souvent le terme COP, qui est juste encore une façon de dire la communauté de pratique. Je pense que plusieurs d'entre vous sont nouveaux dans la communauté, donc je vais donner un court aperçu de qu'est-ce que c'est la communauté de pratique. Je vais expliquer comment vous pouvez profiter de votre participation et je partagerai également quelques nouveautés. J'espère que même ceux qui ont déjà un peu d'expérience y trouveront aussi quelque chose d'utile. Et dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir d'entendre le témoignage d'un membre de la communauté fidèle qui nous parlera de son parcours en tant que développeur et comment la communauté de pratique l'a aidé à mener bien son projet, Capilote épidémie de Mpox. Et puis, on va aussi entendre quelques mots d'Irene Kimenji, chargée de la communication de ISP Rwanda, qui va partager comment ISP Rwanda utilise la communauté de pratique. Mais avant tout ça, faisons un petit sondage en direct. J'aimerais savoir à quel point vous êtes déjà familier avec la communauté. Alors, je vais vous demander d'aller sur mentidote.com. Puis vous pouvez saisir le code que vous voyez dans le champ en haut de la page. Et je vais vous laisser une minute d'aller là-bas. Vous pouvez soit utiliser votre téléphone portable ou ouvrir un autre onglet dans vos navigateurs. Voilà. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à vous rejoindre sur Menti? Non, permettez, on n'avait pas encore vu le Ah, code. ok. Le code, c'est aussi ici à nous, c'est 4, 8, 2, 1, 7, 2, 6, 1. C'est ici. On va encore attendre un petit moment pour que tout le monde peut joindre. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a pu joindre?
Ok. Oui, je crois que ça va. Je crois Ça que va, ça ok, va. on peut Oui, commencer. c'est visible, le site menti.com, c'est ça, hein? C'est ça, menti.com. Le code pour joindre ce sondage, c'est 4821 Oui. 761. Ok. Alors, la première question, c'est à quelle fréquence visitez-vous la communauté de pratique? On va voir. Pourquoi ça marche pas? Euh, Ah, ok. Jamais. Ok, la plupart des personnes n'ont jamais visité la communauté de pratique, mais c'est bien que vous êtes là. Rarement 2 personnes, plusieurs fois par mois et plusieurs fois par semaine. Voilà, on peut voir deuxième question. Est-ce que vous avez déjà posté quelque chose sur la COP? Ok, non, ok. Oui, fidèle. Oui, moi, je n'ai pas vu cette question. J'ai juste répondu à une seule question. Ok, t'as pas vu cette question? Ah oui, je la vois, oui. Ok, ok, bien. Alors, la plupart d'entre vous n'ont pas encore posté quelque chose sur la COP. D'accord. Euh, c'est la question suivante. Combien de commentaires ou de publications avez-vous fait sur la COP l'année dernière? Aucun. 1 à 5, 6 à 20 ou 20 plus? Alors, je vois, c'est bien de faire cette quiz parce que je vois la plupart d'entre vous sont nouveaux dans la COP. Saviez-vous que vous pouvez utiliser la COP avec une application Android ou iOS? D'accord. Savez-vous comment vous abonner à un tag pour recevoir des notifications sur un sujet qui vous intéresse? D'accord, je pense que tout le monde a répondu. Ça me fait plaisir que vous êtes venu aujourd'hui, même si c'est tout nouveau pour vous. Donc, j'espère que cette présentation vous aidera à vous sentir plus à l'aise avec la communauté pratique et peut-être d'être plus actif aussi. On va donc continuer avec la présentation avec une question. Qu'est-ce que la COP? C'est l'espace collaboratif où tout le monde qui travaille avec DHIS2 apprend des autres, résout des problèmes, participe à l'amélioration continue du logiciel. En termes de nombre d'utilisateurs, il y a plus de 12 000 membres au total, dont 2 000 sont francophones, mais bien sûr, pas tout le monde est actif. C'est toujours une petite minorité qui est responsable pour la majorité d'activités sur la COP. Parlons de ce qu'on peut faire dans la COP. Premièrement, vous pouvez partager votre expérience avec d'autres utilisateurs, vos défis, vos succès, les leçons apprises. Et là, je voudrais dire que la COP, c'est pas juste pour parler de ce qui marche bien, mais aussi de partager
des difficultés, des erreurs, les leçons apprises, c'est souvent encore plus intéressant que juste partager ce qui était le succès. Ensuite, c'est un lieu où vous pouvez poser des questions et obtenir de l'aide auprès de la communauté et de notre équipe d'experts. Là, je voudrais vraiment mentionner Gassim, qui est notre coordinateur de communauté, qui a rejoint l'équipe en 2021. Il lit vraiment toutes les posts sur la COP et fait en sorte qu'elle arrive à la bonne personne qui pourra vous aider. Donc, vous pouvez être sûr que vos posts seront lus et répondus. Aussi, si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme, vous pouvez les signaler sur la COP. Parce que si vous avez un problème, quelqu'un d'autre l'a probablement déjà rencontré aussi. Et vraiment, si vous partagez ce problème, ça attire l'attention de l'équipe. Vous pouvez être sûr que vous pouvez être aidé. Et aussi, sur la COP, je vais juste voir un peu. Vous avez l'opportunité de donner votre avis sur la fonctionnalité d'HIS2 à développer. Vous pouvez participer dans le test bêta ou des tests UX. Alors, vos retours influencent directement l'avenir de HIS2. Mais au-delà de ces aspects techniques, il y a aussi le côté social. C'est possible de créer des liens professionnels avec des autres membres sur la COP. Et finalement, la COP est aussi un lieu où vous pouvez recevoir des nouvelles sur des événements à venir, les nouvelles versions du logiciel, etc. Alors maintenant, je pense que c'est le temps de prendre un petit tour sur la communauté. Alors sur la page principale, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est assez grand? Je vais... Oui, c'est Oui, très clair. oui, C'est très clair, c'est d'accord. On voit clair, c'est très bon. bien toute la page. Alors sur la page principale, vous trouvez des sujets organisés par des grandes catégories. Sous-catégorie à gauche ici. Et à droite, vous avez un aperçu des dernières discussions pour l'ensemble des catégories. Dans la catégorie Connectez-vous, vous avez la sous-catégorie le coin des francophones qui est un espace dédié aux discussions informelles, aux présentations et aux échanges en français. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est que vous pouvez utiliser le français partout dans la COP. Alors n'hésitez pas à publier en français dans n'importe quelle catégorie. On est en train aussi d'explorer la possibilité de traduire la COP avec intelligence artificielle pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Mais en attendant, si vous utilisez Chrome, vous pouvez vous afficher tout en français comme dans n'importe quel autre site. Si vous faites un clic droit et puis vous cliquez sur Traduire en français. Voilà. Et maintenant, vous pouvez lire toute la poste en français. Je voudrais aussi mentionner un peu la différence entre des catégories. Vous voyez ici, catégories. S'il vous plaît, madame, Oui, s'il vous oui, plaît, est-ce que je peux poser une question? bien sûr. Là, Oui. donc, sur l'ensemble des sites que vous avez mentionnés, il y a, par exemple, il y en a 2 ou 3 avec un cadenas. Pourtant, je vois un qui est local près de chez vous. Donc, c'est privé. C'est le cas? Si on regarde, par exemple, le DAC 2024, il y a un verrou à côté. Oui, oui, C'est il y a quelques catégories qui sont privées. ce cadenas? Ouais. Par exemple, celui-là,
lounge ou staff, c'est pour les gens qui travaillent pour DHIS2, alors c'est privé. Mais la plupart des catégories sont ouvertes. Et comme je suis membre de l'équipe, parfois j'ai l'accès aux catégories qui sont privées. Alors je vois Ok, qu'il y a cette c'est ferme-là. clair. Oui. Merci à vous, madame. De rien. Alors, la différence entre les catégories et les tags, parce que j'ai remarqué qu'il y avait parfois un peu de confusion là. Premièrement, les catégories, ce sont les grands thèmes sur le COP qui regroupent les publications selon leur sujet. Par exemple, on peut voir ici implémentation, assistance technique, développement, administration de serveurs, ce sont toutes des catégories. Et parfois des catégories aux zones de sous-catégories ici, pour être... alors comme ça, vous pouvez facilement trouver des discussions qui vous intéressent. Mais puis, à côté de ça, on a aussi des tags qui sont des mots-clés que vous ajoutez à des posts pour les classer plus précisément. Alors, on peut voir, par exemple, le tracker ou Android ou les analytiques ou administration du serveur. Et vous pouvez les utiliser pour trouver plus vite des informations qui vous concernent ou aussi pour donner plus de visibilité à votre contribution. Aussi, si vous publiez sur la COP, pensez peut-être à choisir une catégorie et de 1 à 3 tags qui sont pertinents pour rendre votre message plus visible pour toute la communauté. Et finalement, vous pouvez aussi utiliser le tag pour suivre votre thème préféré et recevoir des notifications s'il y a une nouvelle publication. Je vais vous montrer comment faire ça vite. Par exemple, si vous êtes intéressé au l'usage des chaises pour le climat, je vais chercher pour le tag climate. Voici la liste de posts qui sont liés au climat. En haut de cette page, il y a cette icône en forme de cloche. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir une option pour suivre. Alors, il y a cette watching, je veux dire regarder. Ça veut dire que vous recevez une notification pour chaque post ou pour chaque... pardon. Pour chaque post ou pour chaque réponse qui a cette tag, vous pouvez choisir suivre. Ça vous juste donne une notification s'il y a un nouveau sujet avec le tag, mais pas pour chaque commentaire. Alors je vais choisir ça et maintenant je vais recevoir des notifications chaque fois qu'il y a un nouveau post. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est des badges aussi des nouveaux badges qui sont introduits en 2025. Pour voir tous les badges. Les badges, ce sont des petits récompenses que vous gagnez pour votre participation active. Et pour voir la liste complète, allez dans le plus et puis dans les badges. Voilà, vous avez la liste complète. Il y a 4 qui sont nouveaux en 2025. C'est celui contributeur d'aperçu. C'est pour ceux qui partagent dans le retour en complétant le sondage officiel de DHIS2. Il y a le testeur bêta qui est aussi tout neuf. Vous pouvez obtenir cela si vous participez activement aux campagnes de test bêta et en soumettant des rapports.
Puis, on a cet ambassadeur de la qualité, c'est attribué aux membres qui signalent en première les bacs critiques lors de nos campagnes de test bêta. Et puis, cet contributeur UX/UI qui reconnaît les membres qui sont participés à des recherches utilisateurs pour l'interface et l'expérience utilisateur. Sinon, il y a un badge que je vous recommande que vous gagnez tout de suite. Et c'est cette badge de l'autobiographe. Vous pouvez le gagner simplement par compléter votre profil personnel. Et c'est remplir votre profil sur la COP, c'est vraiment super important car c'est vraiment ça fait vraiment la différence. D'abord, ça permet aux autres membres de vous reconnaître et de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, votre rôle dans DHIS de vos projets. Et puis, un profil complet crée un plus de confiance. Quand quelqu'un voit une photo, une bio claire, ça donne envie de répondre à vos questions aussi. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais vous montrer dans la COP. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là? Ok, pas de questions pour le moment. Et aussi, la toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment utiliser COP avec cette application. Moi, je ne savais pas encore, il y en a, je ne savais pas que ça existe. Mais pour moi, si je vois pas quelque chose sur mon téléphone, ou si j'ai pas de notification, j'oublie souvent de me connecter et puis je rate des messages importants. Pour utiliser la COP sur votre portable, il suffit juste de télécharger l'application Discourse Hub. Et puis vous cliquez sur Découvrir. Et puis vous cherchez DHIS de Community. Et vous pouvez ajouter notre communauté dans cette application. Et puis vous pouvez recevoir toutes les notifications sur vos portables. Alors, je vais juste voir le chat s'il y a des questions. Pardon, vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire tout de suite? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire par rapport au téléchargement dans le téléphone portable? Oui, oui. Alors, pour accéder à la communauté sur votre portable, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Discourse Hub. Discourse Hub, c'est ça? Discourse Hub, c'est ça. C'est le Gassim qui est aussi avec nous, il c'est plus sur Discourse, mais c'est la plateforme open source Discourse qu'on utilise pour la communauté DHIS2. Alors, si vous cherchez cette Discourse Hub, puis vous cliquez DHIS2 dans la liste de toute la communauté qui utilise Discourse, vous pouvez vous connecter là sur vos portables. Merci, merci. Ok, il y a pas qui m'a dit, je vais juste regarder s'il y a des questions. Je pense que c'est bien. Alors, maintenant, je veux donner la parole au
Fidèle, qui est le membre de la communauté DHS2 qui va nous partager son parcours comme développeur, comment COP lui a aidé avec son projet. Fidèle, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, oui, je peux partager. Parfait. Déjà? Oui, on le voit maintenant. Ça va. Oui, bon, je crois que je peux commencer déjà. Oui, oui, vas-y. Oui, oui, bon, ma présentation, c'est sur mon expérience avec les COP et ce que ça m'a aidé dans le projet que j'ai réalisé l'année passée en 2025. Bon, c'était en soi un projet sur DHS2, des surveillances épidémiologiques dans, dans la province et dans ma ville, précisément dans ma zone de santé, qui est Uvira, la province de Sud-Kivu, ici en RDC. Bon, c'était aussi une façon d'avoir un projet pour un start-up que j'étais en train de mettre en place. La communauté de pratique de DHS2 depuis, je crois, 2, 3 ans, mais les autres années là, j'étais pas trop actif. J'étais trop actif surtout en 2025 et aussi 2026. Bon, mon aventure avec DHS2, ça a commencé depuis le jour où j'ai touché pour la première fois le DHS2 parce que je vais commencer par vous informer que bon, c'est un outil qu'on utilise déjà ici en RDC dans les ministères de la Santé et ça aide vraiment beaucoup dans l'encodage des données sanitaires. Et aussi, malgré on a déjà cet outil-là, DHS2, il reste parfois des gaps pour essayer de capitaliser certaines données, comme les données des épidémies, parce que, bon, vu que les épidémies ne sont pas pré- prévisibles, il se peut que euh, une manière, une solution DHS2 ne soit pas développée dans ce cadre-là. L'intégration à la communauté a été vraiment un tournant et qui m'a offert un espace de collaboration et de solutions. Et ça m'a aussi permis d'adapter DHS2 pour une solution locale. C'était surtout motivé par le fait que on a, nous avons eu un petit souci dans la zone de santé d'Ouvira avec les Mpox en septembre 2025 et que il y avait un petit problème de gestion des données des données des cas suspects, des cas en cours de validation, des cas validés, et des cas non validés, tout ça. Il y avait un problème dans la centralisation de toutes ces données-là, malgré qu'il y a déjà un outil DHS2 qui existe déjà. Bon, la province du Sud Kivu, c'est au fait à l'est de la RDC et qui a comme chef-lieu Bukavu. Ça prend, ça a des frontières avec le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie et cela favorise une forte mobilité transfrontalière, notamment avec la ville d'Uvira. Les défis majeurs, je l'ai dit auparavant, c'est surtout les épidémies qui viennent et sans prévenir. Du coup, c'est un peu compliqué pour le ministère de pouvoir s'adapter, surtout quand c'est une épidémie qui prend pas la totalité la totalité du pays et ça prend juste une petite partie comme les Sud Kivu. Et malgré que l'épidémie prend une petite partie de la province ou une petite partie du pays, les données sont souvent sont compilées obligatoirement au niveau national et la transmission des données devient compliquée et surtout les données sont incomplètes parfois parce qu'il y a dans l'encodage
des agents sur terrain quand ils partent pour remplir des données sur des fiches. Après, on va encoder tout ça, tout ça. Bon. Les problèmes concrets, c'était surtout le retard des notifications des événements, la faible coordination et circulation, et aussi une connectivité qui est limitée, et parfois des outils de rapportage qui ne sont pas adaptés à l'épidémie qui vient d'arriver, à l'épidémie en cours. Bon. L'idée du projet, c'était en fait d'apporter une solution numérique en développant une application mobile, une application tracker pour pouvoir collecter les informations les cas suspects et les cas suspects et leurs cas contacts, les cas confirmés et suivre aussi les cas contacts pour 21 jours comme j'ai travaillé dans Mpox. Aussi, la solution permettait de faire la détection précoce des événements. Par exemple, quand on a déjà une personne qui présente euh, quelqu'un qui a des boutons, parce que bon, j'avais travaillé pour le cas de Mpox, quelqu'un qui présente déjà des boutons, on devait déjà l'enregistrer et aussi à informer la zone de santé pour faire des prélèvements. Les prélèvements allaient être testés pour pouvoir confirmer ou infirmer le cas. Aussi, l'application devait générer des alertes automatiques et aussi offrir un tableau de bord qui est interactif avec la division provinciale de la santé pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dans les zones de santé et coordonner et mieux coordonner et attribuer des ressources dans chaque zone de santé pour une bonne riposte. C'était une solution conçue pour fonctionner hors ligne parce que j'ai découvert que DHS2 a aussi une possibilité de faire l'encodage en hors ligne et faire une synchronisation après. Aussi, l'idée, c'était de faire une interface intuitive. Bon, lorsque j'ai eu cette idée, je rappelle le contexte, c'était pendant l'épidémie de Mpox dans la province du Sud Kivu. J'ai commencé à écrire dans le groupe, dans le COP. Bon, c'était souvent en anglais parce que moi, je l'ai connu en anglais. J'ai commencé à écrire et bon, j'avais pas trop souvent de réponses et certaines réponses étaient du genre, c'est bon, continue comme ça et bon. Mais c'était pas souvent des gens qui voulaient entrer en détail. Bon, j'ai voulu d'abord commencer à apprendre comment on configure DHS2, tout ça, tout ça. Et quand j'ai appris tout cela, je suis encore revenu dans la communauté parce qu'il y avait un deuxième problème qui était de faire héberger maintenant les projets. J'ai sélectionné certains contacts dans les COP et je les ai écrits directement en privé. Certains ont réagi, certains jusque-là n'ont pas encore réagi. Et parmi les personnes que, que j'ai contactées, il y en a certains que j'ai cités et d'autres Peut- peut-être je les ai pas vraiment, je les ai pas cités parce qu'ils n'ont pas vraiment trop contribué, même si ils ont eu quelque chose à voir dans le projet. Les gens que j'ai contactés, ils m'ont vraiment appuyé dans l'hébergement et surtout à faire des choix, à m'offrir des retours constructifs sur l'architecture que je devais choisir. Ils m'ont aussi aidé à faire des choix techniques pour assurer une crédibilité et aussi la pérennité de cette solution. Et c'était vraiment la COP, c'était en fait un environnement collaboratif. Et ça a favorisé l'innovation et aussi l'adaptation technologique aux réalités du milieu. Bon, en soi, la communauté m'a appuyé dans la conception. Ils m'ont aidé à définir l'architecture et l'alignement stratégique du projet. Et aussi, j'ai
j'ai reçu en fait l'expertise technique de DHS2 avec le support continu de ISP South Africa, comme ISP Afrique du Sud, euh, qui m'ont aidé dans l'optimisation et la résolution des conflits. Et c'était en fait comme mes mentors pour les projets là. Et comme je l'ai dit, ils m'ont aidé dans l'hébergement pendant la phase pilote et aussi la phase de test. Je ne sais pas si c'est vraiment important de les citer, mais j'ai déjà listé ici. Il s'agissait de Jenna Gerritsen de ISP Sud-Afrique, Régnier Rousseau du même ISP et Georges Ikuta Mbevi, je crois, c'est des ISP Nigeria. Bon, la solution technique qui a été produite, c'était la collecte communautaire via DHS2 Tracker avec possibilité de travailler hors ligne et de faire une synchronisation API sécurisée, offrir un dashboard d'analyse pour le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau central, ça veut dire niveau division provinciale et le niveau national. Notification et alerte automatique dès qu'un agent de la communauté détecte un cas, il avait la possibilité d'alerter directement la zone de santé pour faire des prélèvements. Et cela avait pour objectif de surmonter les défis de connectivité et de rapidité pour une prise de décision efficace grâce à cette architecture de DHS2. Et les technologies clés qui ont été utilisées dans le projet, c'est surtout le DHS2 Tracker pour la localisation des cas et là aussi la triangulation des données. Et j'ai aussi utilisé l'API DHS2 pour l'intégration et la synchronisation sécurisée des données. Et j'ai bénéficié d'un serveur cloud pour l'hébergement robuste et aussi scalable. Bon, notre projet, je tiens à préciser que ça n'a pas vraiment eu un appui autre que l'appui des COP. Mais bon, je parle d'un appui financier à part l'appui de COP. J'ai reçu d'un autre appui de la communauté locale pour réaliser certaines activités avec les agents de santé, les relais communautaires, les gestionnaires des DHS2 et pour assurer une appropriation locale. Bon, je vais l'avouer que ça n'a pas vraiment tenu parce que vu il y a déjà un système qui existe et c'était un long processus, mais jusque-là, je continue quand même à mobiliser pour pouvoir retenir le projet. Bon, l'hébergement avait expiré à la fin de la phase pilote et j'espère recommencer avec le temps. Bon, quel était l'impact en fait du projet? Il y avait il y a eu des agents de santé qui ont été formés et des relais communautaires, des gestionnaires DHS2 et cela a produit une performance de 30 de plus de 30% dans la rapidité de reporting, plus de 20% dans la complétude de données en moins de 6 mois. Et les bénéficiaires, quels sont les bénéfices de la solution? C'était surtout des décisions plus rapides et informées, prévention épidémique, la vaccination et aussi la, une répartition des ressources. Bon, dans la mise en œuvre du projet, j'ai appris plusieurs choses, notamment comment adapter DHS2 au contexte actuel, comment personnaliser les priorités selon les priorités sanitaires et impliquer les utilisateurs finaux dès la conception. J'ai appris
j'ai acquis aussi la capacité de former et de soutenir continuellement une application, investir dans une formation robuste et pratique, offrir un soutien technique régulier et aussi recevoir des feedbacks. Je me suis aussi appuyé sur la COP pour, pour l'utiliser comme ressource d'échange et des solutions des problèmes et aussi accélérer l'adoption des solutions innovantes. J'ai appris aussi comme les bonnes pratiques de documenter et partager les bonnes pratiques. Bon, j'ai pu réécrire tout ce que j'ai réalisé dans la COP. Et bon, je l'ai fait en anglais. Comme vous avez dit, on peut le faire aussi en français. Il y a aussi moyen de le refaire en français si possible. Et j'ai aussi appris comment assurer une pérennité, même si je vais avouer que ça n'a pas réussi jusque-là. Comment transférer les compétences, plutôt comment intégrer DHS2 en plus de la solution qui existe dans la santé, dans les politiques de santé qui existent déjà. Bon, comme recommandation et aussi une vision future du projet, c'est d'abord de commencer par des projets pilotes à petite échelle, assurer une solution politique et un engagement continu des utilisateurs. Bon, c'est surtout assurer un soutien politique qui n'a pas vraiment tenu et aussi viser l'expansion de DHS2 et l'intégration de l'IA pour l'analyse prédictive. Euh, pour finir, je dirais que la communauté des pratiques DHS2, c'est en fait un catalyseur d'innovation locale et aussi ensemble, nous pouvons transformer les données en action et afin de sauver des vies. Je ne sais pas il y a des questions ou des demandes d'éclaircissement. Bonjour, je m'appelle Jacques. Est-ce que je peux vous poser donc une question? Oui, sans problème. Oui. Donc, vous avez dit, vous avez développé un petit start-up à côté. Si je ne me trompe pas, vous l'avez cité quelque part. C'était en Callbox, c'est ça? Pardon, vous Allô? pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question, je n'ai pas bien entendu. Vous avez dit, il me semble que vous avez développé une petite application qui permet de fonctionner, de collecter donc les données hors connexion, hors ligne, en offline. Et il Oui, me oui. semble que, et il me semble que vous avez écrit quelque part Toolbox Combo, c'est ça? C'est que Non, le bon, genre service CTO? non, non, ça doit être une confusion dans la création de la présentation parce que je l'ai créé avec Gamma. Mais Ah, j'ai d'accord, utilisé les trackers DHS2 avec une d'accord, ok. application affectée à cela, oui. Ok, ok, merci. C'est ça ce que je veux savoir. Merci à vous, monsieur, monsieur Fidèle, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est fidèle. Bonjour, Fidèle. Est-ce que je peux poser une question? Oui, docteur. OK. OK, merci pour la présentation. Et je pense que c'est une belle expérience. Et je voudrais savoir pourquoi votre projet n'a pas pu être intégré au système national. Est-ce qu'il y avait un autre système tracker national qui permettait de collecter les mêmes types de données dans les zones à problème? Est-ce que c'était la volonté politique que j'avais vue dans vos recommandations? Mais est-ce que c'était un système parallèle au système national qui a fait que ça n'a pas marché? Merci. Oui, oui, bon.
après la création de l'application, j'ai essayé bon, avant d'abord de créer, j'ai essayé de rechercher, de voir s'il existait le système là. Je me suis rendu compte que pas. Il y avait un tracker qui existait, ça permettait de collecter des informations des DHS2. Je crois que c'était d'ailleurs international. Il y avait un tracker international pour la collecte des données de COVID et c'était spécialement pour COVID. Il n'y avait pas, il y avait pas, et jusque-là, il n'y a pas un outil pour collecter les informations des épidémies. Il existe en fait une application eWars qui est jusque-là en cours de développement et c'est pas encore, on l'utilise pas encore. Les eWars, c'est aussi une application de gestion des épidémies. Les blocages, c'était surtout d'essayer de s'introduire dans les systèmes qui existent déjà. Euh, Vu qu'il y a déjà une équipe et l'équipe aussi a une idée pareille, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment voulu adopter le projet. Sinon, ils m'ont mis en attente, ils m'ont dit que non. Lorsqu'ils auront un projet pareil, ils pourront me recontacter pour pouvoir continuer. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Mes félicitations par rapport à votre présentation. Je m'appelle Elhadji Amadou Gueye, je suis au Sénégal. Je voudrais poser une petite question par rapport au DSS2 tracker. Est-ce qu'il existe un DSS2 tracker surveillance intégrant l'ensemble des maladies sous surveillance dans lequel on a pu intégrer l'ensemble des fiches de notification par rapport à votre surveillance épidémiologique de votre pays? Non, 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 pas encore jusque-là. Sinon, j'ai travaillé spécifiquement pour un POX. Cela, ça m'a évité de créer plusieurs fiches de collecte et de me spécialiser seulement pour une seule épidémie d'abord, pour un cas pilote, essayer de voir si ça peut être adopté et développé pour d'autres épidémies. Voilà, merci beaucoup. Parce que Très bien. ici, je pense au Sénégal, nous avons un DSS de tracker qui regroupe l'ensemble des fiches de notification sous surveillance, dans lequel on saisit les fiches de notification des maladies sous surveillance et sur lequel on peut avoir vraiment les rapports à temps réel. Et aussi une petite précision. Il existe en fait un rapport hebdomadaire pour collecter les informations, pour collecter la situation épidémiologique de la semaine. Ça existe. Ce n'est pas qui était le problème. C'était la centralisation des données de cas suspects et de cas contacts d'une épidémie, notamment l'épidémie de Mpox. C'était de créer une liste. C'est pour ça que j'ai choisi les trackers. Une liste de cas suspects et des cas contacts. Et faire le suivi, ajouter des événements, tout ça. Voilà, merci beaucoup. J'ai compris. Merci. C'est bon. Oui, bonjour Fidèle. C'est bon, oui. Félicitations pour ton idée et également pour la présentation qui est quand même très très belle. Moi, ma question, c'est par rapport à la solution. Est-ce que pendant la phase pilote, vous avez obtenu des résultats de façon concrète? Je veux dire, par exemple, le nombre de cas suspects que vous avez pu identifier et également les cas contacts à travers la solution. Parce que souvent aussi, si on a pas ces données-là et qu'on les compare en termes de proportion du système national, ça peut souvent nous permettre de montrer vraiment l'importance de la solution. C'est ce que je voulais surtout savoir, les résultats de façon concrète de l'application pendant la phase pilote. Merci. Ah, oui, oui. Bon, par rapport aux données pour la phase pilote, hein, comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment été adopté.
Du coup, j'ai essayé de trouver certaines personnes qui allaient m'aider à à collecter les données et essayer de faire des analyses avec cela. Donc, j'ai essayé de faire une équipe parallèle parce que il y avait un problème d'adoption pour cela. D'accord, merci. Alors, merci Philippe pour ta présentation. Je pense que cette histoire vraiment montre bien pourquoi la communauté de pratique existe. Euh, ça ça permet de connecter des innovateurs sur le terrain comme toi avec des experts de HS2. Merci encore une fois et bon courage pour la suite. Maintenant, je vais donner la parole à Irene, responsable de la communication de ISP Rwanda, qui va partager son parcours avec la COP. Irene, je pense qu'on ne t'entend pas. Je pense que tu es en mute. Ok, Simona, vous pouvez m'écouter, n'est-ce pas? Oui, oui, maintenant ça va. Mhm. Et vous voyez aussi mon écran? Maintenant, on ne voit pas ton écran, non. Ok. Si tu peux partager encore une fois, s'il te plaît. Voilà, maintenant ça va. Ok, merci C'est bon. beaucoup donc de m'accorder la parole. Comme vous venez de le dire, je réponds au nom d'Irene Chimenyi, je suis en charge de la communication au sein de HISP Rwanda. Donc, ma présentation, ça sera concernant l'engagement de HISP Rwanda au sein de la communauté de pratique DHD. Donc, en commençant donc, je voulais juste vous dire que j'ai commencé à étudier, à utiliser la communauté de pratique en 2024, comme vous le voyez là. Donc, sur la capture d'écran, lorsque vous rejoignez la communauté ou bien la plateforme, on vous donne le message de greetings ou bien de salutations. Donc, je l'ai commencé à l'utiliser en 2024. Au départ, en fait, je voulais simplement suivre les cours en ligne de DHS2 proposés sur la plateforme. Cependant, mais j'ai vu découvrir qu'elle offrait bien de plus et de nombreuses sections qui permettent de partager des compétences et expériences avec d'autres membres, même ceux qui ne font pas partie de RISP parmi eux. Donc, comme vous êtes au courant, il y a des ONG et des gens qui travaillent pour des ministères, surtout de la santé, mais également d'autres partenaires. Donc, en tant que chargé de la communication au sein de HISP Rwanda, j'ai commencé à partager les informations de notre groupe HISP, notamment sur les académies que nous organisons en partenariat avec l'Université d'Oslo, aussi les webinaires ainsi que d'autres activités d'assistance technique que HISP Rwanda propose dans le cadre de l'implémentation de DHS2 dans 11 pays dont nous intervenons. Comme vous voyez sur l'écran, c'était un article que j'ai composé lors de l'Académie de visualisation de données. C'était en 2024. Donc, c'est là où j'ai débuté donc, de faire des posts sur la communauté de pratique. Est-ce que vous pouvez Donc, mettre ce diaporama? pardon? Est-ce que vous pouvez mettre ce diaporama, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, je ne comprends pas. Donc, Est-ce que vous pouvez mettre ce diaporama pour qu'on puisse vraiment voir clairement? Ce diaporama, merci beaucoup. donc, ok. Donc, comme vous le voyez ici, ce sont des analytics ou bien des statistiques. Donc, les publications ont suscité de nombreuses réactions et commentaires.
Donc, certaines personnes nous ont contactés à la fois via la communauté de pratique, mais aussi sur nos réseaux sociaux. C'était donc à cause de la communauté de pratique. Parmi elles, certains nous ont rejoints dans des prochaines académies que nous organisons, comme je viens de les mentionner, mais d'autres ont posé des questions sur les solutions que nous proposons. Il y en a même qui, ceux qui se sont déplacés pour nous rendre visite afin d'obtenir des clarifications. Donc ici, on vous montre les posts, les gens qui ont aimé vos posts, les commentaires en général. Mais aussi, une chose essentielle que j'ai gagnée grâce à la communauté de pratique, c'est la possibilité d'apprendre à partir d'expériences réelles d'implémentation dans différents pays, notamment sur l'interopérabilité, l'évolutivité et la résolution des problèmes. Donc ici, comme vous le voyez, ce sont des webinaires que j'ai postulés là, aussi des académies donc sur la communauté de pratique. Donc, cette communauté permet aussi un partage rapide des connaissances, aussi le soutien entre pairs de solutions pratiques qui améliorent directement la manière dont le DHSD est mis en œuvre. Donc, aussi, j'ai aidé mes collègues à rejoindre la communauté de pratique DHS2 en les guidant à travers les étapes. Donc, les étapes que Simona a mentionnées. Donc, c'est créer, premièrement, et personnaliser votre compte. Aussi, c'est choisir la bonne catégorie dépendant de votre position. Aussi, j'ai publié et j'ai formulé des questions claires et précises. Donc, en partageant les expériences et les ressources avec la communauté. Donc, voici, si vous voyez mon écran, donc quelques exemples que j'ai partagés sur la communauté de pratique. Et donc, en travers, j'ai posté, donc j'ai diffusé des informations sur les académies aussi en partenariat avec l'Université de l'Oslo. Dernièrement, comme vous le voyez ici sur nos réseaux sociaux, nous avons partagé des expériences de nos collègues qui ont donc partagé l'expérience depuis leur utilisation. Donc, ici, comme vous voyez, c'est mon collègue Jean-Paul Moutali, qui est directeur de l'infrastructure et de l'intégration du système à Inspiranda, qui cumule plus de 12 ans d'expérience sur DHS2. Donc, il a donc donné des témoignages, comment, donc, les avantages lorsqu'il il a commencé à utiliser cette plateforme. Donc, en fait, j'arrive à terme de ma présentation, donc c'était courte. Simona, donc je voulais vous informer que si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site web, c'est hispirwanda.org, aussi sur nos réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube, donc c'est Hispirwanda. Donc, merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup. S'il y a des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup. Merci Yannick pour ta présentation. Merci vraiment d'être si engagé dans la communication et dans la communauté. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc mais avant de conclure, je vais juste partager deux petites choses que je pensais que ça pourrait vous intéresser. La première, c'est je voudrais vous inviter à la conférence annuelle DHIS2. Vous pouvez suivre la conférence en ligne à partir de la COP. Et toutes les sessions plénières ainsi que certaines sessions parallèles sont interprétées en français. Alors, restez connectés et on va ouvrir l'inscription très bientôt. Et puis, et aussi, je voudrais vous informer que depuis l'an dernier, nous publions aussi un bulletin d'information en français. C'est 4 fois par an. C'est une très bonne option si vous souhaitez recevoir des nouvelles et des ressources sur DHIS2 directement dans votre boîte mail. Vous pouvez vous abonner sur le site DHIS2. Je vais vous montrer comment.
Alors, si vous allez sur le site et puis tout en bas, et cliquez sur bulletin ou newsletter, vous pouvez choisir, vous saisissez votre adresse email et puis choisissez la langue préférée. Et si vous avez une préférence pour le thème qui vous intéresse. Pour le bulletin, vous choisissez des nouvelles générales de HIS2. Et c'est la dernière nouvelle que j'ai pour vous. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de cette... Fidel, est-ce que tu as une question? Oui, en fait, j'ai une question concernant la participation dans les ISP parce que j'entends parler et je me suis rendu compte qu'il existe des ISP dans chaque pays. Comment on fait pour rejoindre un ISP? Ah, ça, je vais peut-être laisser Irénée de répondre parce qu'il fait partie d'un ISP, le groupe ISP. Ok, merci beaucoup, Fidèle. Donc, ouais, je voulais juste vous informer que même chez vous, en RDC, on a RISP RDC. Donc, c'est le Health System Programs. Donc, on est RISP en RDC. Donc, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux ou bien sur donc n'importe où vous pouvez les voir. Mais comme vous êtes à Ouvira, donc on a RISP RDC qui travaille pour vous. Mais aussi, nous aussi, c'est pas très loin de vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Oui, oui. Permettez? Oui, bien sûr. Allez-y. Oui, oui, je suis géographiquement tout près de ISP Rwanda. Est-ce que je peux les joindre? Comment je peux les joindre? Est-ce que je peux avoir leur adresse? Ok, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous partager l'adresse de Rispiranda. Mais aussi, si pour, il y a des réseaux sociaux de Rispiranda. Aussi, nous avons le site web, aussi même des téléphones et le email. Je vais vous les partager avec vous dans un instant. D'accord, merci. Jacques, est-ce que vous Bonjour, avez une moi question? j'ai envoyé une demande de contact à Monsieur Fidel tout à l'heure parce qu'il se pourrait donc que nous ici à Madagascar, on en aura besoin donc un outil pareil. C'est certes, j'ai déjà travaillé sur le tracker, mais quand j'ai vu donc vos recommandations, c'est toujours utile d'avoir des recommandations de quelqu'un qui a déjà essayé d'utiliser, qui a déjà exploité dans le cadre de l'Mpox. Et c'est surtout, moi, je vous ai envoyé donc une demande même sur WhatsApp ou un email, si l'un des deux vous arrange. Merci. Oui, Monsieur Aussi, Jacques, ce sera sans problème. ok, si c'est celui de Madagascar aussi, le Rispiranda offre une assistance technique au Madagascar. Tu peux même nous contacter ici chez Rispiranda. Alors, s'il y a plus de questions, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. J'espère que vous vous sentez encouragé d'utiliser la communauté de pratique avec vous sentez plus à l'aise avec la communauté de pratique. J'ai republié l'enregistrement du webinaire sur YouTube et je dois aussi vous envoyer le lien par email. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, merci, Merci au revoir. beaucoup, Simona.